Salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire 1 500 000 vues et 750 milliards de pouces bleus. C'est que fait le gouvernement pour les cryptos? À l'heure où tout le monde est en train de s'arracher les cheveux parce que Bitcoin a perdu 15% et le reste des cryptos aussi, bien évidemment, entre 10 et 20%. Eh bien moi, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo et comme certains me l'ont demandé, je vais faire un petit résumé des interviews qui ont été faites de Pierre Persson justement par Bitcoin.fr et le journal du Coin. C'est une interview en 3 parties, donc il y a plus d'1 heure et demie d'interviews qui ont été faites par Axel Saban et Grégory Guittard. Axel Saban et Grégory Guittard, les deux travaillent pour le journal du Coin, mais Axel Saban, je sais aussi qu'il est avocat. Je sais plus pourquoi, mais il est avocat dans une entreprise qui a un lien avec les cryptos, mais je suis désolé, j'ai bouffé le nom. Donc la vidéo va parler du résumé de ces 1 heure et demie d'interview. Et deuxième chose aussi, j'ai décidé de résumer les vidéos de l'Assemblée nationale et de la Commission des finances par rapport au projet qui a été porté par Eric Woerth. Je pensais qu'il était complètement mis au placard celui-là, mais en fait non. Il est encore bien présent, il est même le supérieur hiérarchique de Pierre Persson, je crois. Si je dis pas de bêtises, je connais pas grand-chose en politique, donc vous fiez pas trop à ce que je dis. Et en tout cas, il a voulu porter des amendements par rapport aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs en général dans la loi Pacte. Donc on parle de tout ça après le générique. Dès que j'arrive dans le truc, je fais dégueuler tous les gens qui sont posés dans le stud. Alors, dans la première partie, je vous mettrai tous les liens, et bien évidemment, dans les sources, dans la barre d'informations sous la vidéo. Dans la première vidéo, Pierre Persson nous parle du fait que les entreprises blockchain, donc toutes les startups françaises qui travaillent autour de la blockchain, qui créent des ICO, qui ont des bons projets ou quoi que ce soit, à l'heure actuelle, les banques ne leur donnent pas la possibilité d'avoir des contrats chez eux, ne leur donnent pas la possibilité d'être bancarisés, ce qui est quand même plutôt problématique. Donc ils peuvent pas avoir des fonds, ils peuvent pas garder des capitaux, ils peuvent pas réinvestir, ils peuvent pas payer leurs salariés, donc c'est plutôt un problème puisque ils doivent partir à l'étranger. Donc pour éviter cette fuite des cerveaux, ils sont en train de créer une labellisation, un label qui sera donné par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. On en a déjà parlé quand je vous avais fait la vidéo avec Crypto Objectif, qui travaillait avec l'AMF dans ce sens, c'était par rapport à ce label justement. Il va y avoir la création future d'une labellisation claire pour les ICO notamment, et c'est vraiment quelque chose qui le sépare. Il va y avoir aussi, Pierre Persson veut que ce soit rapide dans l'exécution parce que vous savez que l'administratif français est extrêmement long, sauf que on a une temporalité très spécifique dans le milieu des crypto-monnaies et dans les technologies de ce style-là, c'est que tout va beaucoup trop vite parfois. En tout cas, en ayant un jugement plus neutre, ça va très vite. Et donc, il faut que tous ces labels puissent se faire le plus rapidement possible. Donc ça, ils ont ça à l'esprit pour que la France ne reste pas sur le carreau. Je trouve que vraiment, tout ça, ça va dans le bon sens. Création d'un statut de prestataire en cryptoactifs. Alors, il parlait du fait qu'il y aura une sous-couche commune pour toutes les prestations par rapport aux cryptoactifs, mais qu'après, il y aurait des labels plus ou moins différents. Admettons, par exemple, pour un cryptoactif X, Y et Z, et d'autres qui vont être plutôt encore au stade de l'ICO. Déjà labelliser des ICO, déjà pouvoir labelliser des cryptos qui sont déjà en vigueur, en fonction. Donc, il y aura un statut global de prestataire en cryptoactifs avec d'autres labels en dessous qui pourront être faits. Voilà, je viens déjà de vous résumer 23 minutes de vidéo. Dans la deuxième interview, ce que Pierre Persson aborde, c'est le fait de porter ce modèle de régulation déjà au niveau européen. Il est assez lucide sur le fait que les États-Unis et d'autres pays comme ça vont pas forcément suivre le modèle français, mais que si déjà
Ce modèle de régulation, ils veulent le faire assez rapidement, ils veulent vraiment qu'il soit fiable, qu'il soit très cadrant, très structuré et très facilitant aussi bien pour les entreprises que pour les gouvernements et aussi pour les investisseurs. Donc le but, ce serait quand même de pouvoir élargir ça à l'Europe, que ce soit pas simplement un truc franco-français. Je trouve ça vraiment très très bon. Ce qui fait qu'ils cherchent aussi à se bouger le cul par rapport à ça. Encadrement et empêchement des manipulations de marché, bien évidemment, vu qu'on sait qu'il y a des manipulations de marché très fortes sur les crypto-monnaies, étant donné qu'il y a moins de régulation ou quoi que ce soit, ils ont ça à l'œil et ils vont faire en sorte que ce soit empêché au maximum. Même sur la bourse traditionnelle, c'est pas empêché, donc c'est juste limité. Donc ils voudraient arriver à faire ça aussi. Protection des investisseurs par un guidage de l'investisseur. Donc là, c'est une différence par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, vous allez avoir une liste noire. Tous les sites sur lesquels vous ne devez pas aller. Bientôt, et ils préfèrent aller dans ce sens-là, c'est créer un guidage de l'investisseur par une liste blanche, c'est-à-dire toutes les entreprises de confiance qui travaillent avec l'AMF. Donc, je refais à nouveau référence à la vidéo que j'avais fait à l'interview de Cryptobjectif, qui travaille avec l'AMF dans ce sens. Donc, ça fait partie, par exemple, des entreprises qui vont faire partie de cette liste blanche. Autre chose, classification des cryptoactifs, notamment les utility tokens. Je ne vais pas en dire plus que ça, ils veulent classifier les cryptoactifs, je pense que c'est pour que ce soit plus facile à se repérer, des choses comme ça. Et enfin, dans cette deuxième partie de l'interview, ils disent « Distinction quantitative et qualitative pour la fiscalité du contribuable, seulement après passage en monnaie fiat ». Donc, tant que vous avez vos cryptos dans un wallet ou quoi que ce soit, ça vous le savez déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, vous n'êtes pas imposable. Tant que vous avez vos cryptos sur les exchanges, absolument pas du tout besoin de déclarer quoi que ce soit. C'est une fois que vous passez en euros ou en dollars ou en yens ou ce que vous voulez, à partir de ce moment-là, le contribuable doit être fiscalisé, doit payer des impôts. Pierre Persson parle d'une flat tax. Vous verrez pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Lui, il parle de la flat tax dans la loi Pacte, une fois qu'elle sera promulguée. Cette interview a été faite avant les amendements qui ont été proposés à l'Assemblée par Éric Woerth. Donc, il ne savait pas encore à l'époque ce qu'il allait se passer par rapport à ça. Lui, il disait que ça s'orientait vers ça, mais c'est pas le terme qui va être employé plus tard par Éric Woerth au moment de l'Assemblée nationale et au moment justement où ça va être fait. Toujours est-il que cette flat tax, ça voudrait dire 30%. Et en fait, ce que Pierre Persson veut arriver à faire, c'est que ce soit, vu que c'est 30% et non pas des 47 ou des 57 comme on entend parfois, que le contribuable soit plutôt dans un aspect positif et qu'il veuille bien payer ces 30%, et que du coup ça évite tout risque de fraude ou de personnes qui voudraient risquer. Dans la troisième partie de l'interview, partie un peu plus dense, il parle vaguement des mineurs et il dit que pour l'instant il n'y a pas eu de choses vraiment définies qui vont être mises en place par rapport aux mineurs, tout simplement parce qu'il dit qu'en France il y a trop peu de mineurs par rapport au besoin de faire une loi. Pour l'instant ils n'y sont pas. Par contre, ça soulève quand même le problème de la TVA parce que vu que les mineurs vont créer de la crypto, ils vont être payés en crypto, ils devront tout passer en monnaie fiat, et là en fait il y a un problème parce que qu'est-ce qu'ils font de la TVA ou pas, dans la mesure où vu qu'ils vont être en fiat et parce qu'ils auront passé de la crypto, ils vont être taxés à 30%, donc il y a un problème autour de la TVA qui savent pas trop encore quoi en faire par rapport aux mineurs. Mais ils se posent les questions, mais pour l'instant ils n'ont pas trop envie de légiférer là-dessus parce qu'il n'y en a pas assez en France. Projet d'amendement pour les cryptos dont la seule valeur est l'anonymat, ça c'est Pierre Persson qui voudrait faire ça. Il dit qu'une
crypto dont la seule valeur ajoutée serait de garantir l'anonymat de son détenteur et de celui qui l'utilise, c'est souvent pour des trucs frauduleux, donc il aimerait bien faire quelque chose par rapport à ça, mais il ne peut pas faire du cas par cas. Désire que la flat tax incite le contribuable à plus de transparence, c'est ce que je disais il y a 30 secondes. Purge de la plus-value pour l'achat direct en crypto. Alors, ils veulent plafonner ça, ils ne savent pas encore si ce sera plafonné à 5 000 ou à 10 000 euros. Admettons, j'ai du Bitcoin, je veux acheter une voiture à un gars et je lui achète en Bitcoin. Si le plafond il est à 5 000 euros et que moi je lui achète 10 000 euros, je lui donne donc 10 000 euros en Bitcoin, il va falloir que je déclare ça et je serai imposé, je serai taxé sur 5 000, c'est-à-dire ce qui va être au-dessus de mon plafond. J'espère que j'ai été assez clair. Si le plafond il est à 5 000 euros de crypto, je peux m'acheter des trucs en Bitcoin directement, je ne serai pas taxé, jusqu'à hauteur de 5 000. Si c'est à 10 000, c'est à hauteur de 10 000, vous avez bien compris. Pour l'instant, ils ne savent pas encore jusqu'où ils vont placer ce plafond-là, mais voilà. Étant donné que de la même façon, si vous passez en flat 5 000 euros par an, vous n'êtes pas taxé là-dessus non plus. Si c'est égal ou inférieur à 5 000 euros, vous n'êtes pas taxé. Donc c'est assez cohérent. Ce serait assez cohérent que ce soit 5 000. Si une ICO est labellisée AMF aussi, donc comme on disait tout à l'heure, durant les ICO, il y a toujours une phase un peu compliquée où on ne sait pas ce que va faire l'entreprise une fois qu'ils auront touché les fonds. Si l'AMF a donné un label, c'est-à-dire a dit on a travaillé sur ce projet, on a regardé et ce projet a l'air bien, à ce compte-là, l'AMF serait responsabilisée en cas de litige. Donc ils veulent aussi instaurer un suivi et une traçabilité du projet, au moins pendant la première année. Donc tout ça, c'est dans le but de sécuriser l'investisseur, bien évidemment, hein. C'est ça qui est cool. Par rapport à la publicité, par rapport aux crypto-monnaies ou quoi, il dit clairement que ce n'est pas le problème en soi, mais que le problème c'est le démarchage qui est purement et simplement interdit. Par démarchage, si on regarde la liste noire de l'AMF, c'est ce que faisaient la plupart de ces entreprises. Ils appelaient directement les gens, oui bonjour, vous voulez acheter du Bitcoin, oui vous voulez acheter ci, vous voulez investir dans les crypto-monnaies, tac 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 tac, et c'est comme ça que se faisaient la plupart des arnaques. Donc la publicité pour les cryptos, pour les ICO, pour ce que vous voulez, ce ne sera pas illégal, c'est pas un problème pour eux. Ce qui est un problème, c'est le démarchage qui, lui, est considéré comme interdit. Il espère avoir un stablecoin un jour, type, il appellerait bien ça l'Eurocoin ou quoi que ce soit, et qui pourrait notamment, il voit ça avec une fonctionnalité au moins de smart contract, qui permettrait de payer et de faciliter le paiement des impôts. Et dernier point qui est abordé dans cette vidéo, c'est le fait que Pierre Persson a une implication personnelle par rapport au milieu des crypto-monnaies parce qu'il possède des Ethereum et on a déjà revendu une partie et puis il a investi dans des ICO. Voilà, je crois que vous savez tout sur ça. On en vient à la loi Pacte et aux crypto-actifs. Et du coup, le 19 octobre 2018, il y a eu le premier amendement, l'amendement 1749, qui a été refusé, spoiler alert, à l'Assemblée nationale. Ce qu'ils lui ont demandé, c'était déjà d'avoir un consensus sur la définition des cryptoactifs avant de promulguer quoi que ce soit. Et donc, ce qui en a découlé de ça, c'est que je crois que c'est le Sénat qui a défini les cryptoactifs et qui du coup a défini que c'était des biens meubles et que donc après, donc ça c'était le 19 octobre, à partir du 7 novembre, une fois que tout ça a été clarifié, il a pu, lors de la commission des finances, proposer que soit adopté le prélèvement forfaitaire unique. Et là, vous voyez qu'on n'est plus, il n'est pas parlé de flat tax à proprement parler, sauf que le prélèvement forfaitaire unique, c'est une taxe forfaitaire de 30%. Donc, je pense que c'est ce qui équivaut clairement à la flat tax. Donc, cet amendement a été refusé au départ, puis adopté en seconde partie. Et le but principal de cet amendement est de clarifier la fiscalité de ces actifs.
Pour l'instant, la priorité du gouvernement, c'était vraiment de clarifier la fiscalité, c'est-à-dire de savoir à quelle hauteur ils allaient nous taxer. Aujourd'hui, on peut savoir assez certainement que ce sera 30%. C'est pas encore fait, c'est pas encore véritablement fait, mais normalement ce sera à hauteur de 30%. Pourquoi est-ce qu'ils veulent d'abord savoir ça? Parce que plus l'État sait combien il va pouvoir nous taxer, plus il va s'investir pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent faciliter les entreprises pour continuer à être un domaine de pointe en France, et en même temps que tout le monde puisse s'y retrouver. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que les investisseurs, ils sont gentils comme tout, les entreprises, il ne faut pas qu'elles partent à l'étranger, et surtout, il faut que l'État puisse prendre sa part. Donc pour moi, là, c'est quand même quelque chose d'assez positif qui s'est passé, c'est que ils savent combien ils vont nous taxer à partir de maintenant, et à partir de maintenant, ça veut dire que ils vont pouvoir aller plus vite, ou en tout cas prendre des décisions plus faciles sur le reste, et notamment, je pense que l'AMF maintenant va nous pondre quelque chose assez rapidement. Cette vidéo est terminée. Par rapport à cet aspect de où en était la loi française par rapport aux cryptos, ça me semblait un point important à faire, même si tout le monde veut vous parler de la chute et de la correction qui est à l'heure actuelle. Je peux l'entendre, mais voilà quoi. Déjà, dans un premier temps, moi je pense qu'il faut aussi regarder en tant qu'investisseur, essayer de regarder à long terme, et la loi française nous donne un cap de long terme. Ce que nous dit la loi française aujourd'hui, c'est on sait combien on va vous taxer, on ne veut pas vous assommer, donc on veut que vous restiez là, les entreprises aussi bien que les investisseurs. Et donc du coup, tout ça c'est positif, et je pense que l'État français va plutôt aller dans quelque chose dans le bon sens par rapport aux cryptoactifs, par rapport aux entreprises qui gravitent autour de la blockchain. Et en tant qu'investisseur long terme, pour moi, c'est très positif tout ça. Donc voilà, c'est la conclusion que je voulais faire. Si vous voulez aller plus loin, connaître davantage les crypto-monnaies, les cryptoactifs, le milieu du Bitcoin et savoir comment investir dedans, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la barre d'information, et vous recevrez aussi une série de 14 mails exclusifs où je ne donne un contenu que par mail. Vous aurez 14 vidéos et des contenus gratuits, enfin que du contenu gratuit, qui vous aidera à ne pas vous faire avoir. Je vous laisse cliquer et je vous dis à bientôt. Ciao!